Le Sénat béninois dispose désormais du cadre juridique nécessaire à son fonctionnement. Dans une décision rendue ce lundi 3 août 2026, la Cour constitutionnelle a validé le règlement intérieur adopté lors de la séance inaugurale de la nouvelle institution parlementaire. Ce contrôle de constitutionnalité obligatoire avant toute entrée en vigueur du test visait à vérifier la conformité des règles d'organisation et de fonctionnement du Sénat avec les dispositions de la Constitution. À l'issue de son examen, la haute juridiction n'a relevé aucune contrariété à la loi fondamentale, autorisant ainsi l'application du règlement antérieur. Cette validation marque une avancée majeure dans la mise en place du Sénat, deuxième chambre du Parlement béninois, créée à la faveur de la révision constitutionnelle. Elle confère à l'institution un cadre légal définitif pour organiser ses travaux, constituer ses organes internes et exercer les compétences que lui attribue la Constitution. La décision de la Cour constitutionnelle met ainsi un terme à l'une des dernières formalités juridiques liées à l'installation du Sénat. Les sénateurs peuvent désormais poursuivre sereinement leurs activités dans le respect des règles désormais consacrées. Avec cette étape franchie, le processus d'opérationnalisation du Sénat connaît une accélération significative, renforçant l'architecture institutionnelle du Bénin et ouvrant une nouvelle page dans le fonctionnement du Parlement. Les Vodou Days ne se limiteront plus à quelques jours de célébration. Le rendez-vous culturel consacré au patrimoine vaudou adopte désormais un nouveau format avec une durée d'une semaine complète. Cette décision s'inscrit dans une volonté de donner davantage d'ampleur à cet événement qui attire chaque année un nombre croissant de visiteurs, de chercheurs, d'artistes, de touristes et de pratiquants venus de différents horizons. L'extension de la durée des festivités permettra d'offrir une programmation plus riche et plus diversifiée. Les participants pourront ainsi profiter pleinement des différentes activités prévues autour de la culture, des traditions, des arts, de l'histoire et de la spiritualité vaudou. Au-delà de l'aspect culturel et religieux, cette nouvelle formule vise également à renforcer les retombées économiques pour les acteurs locaux. Hôteliers, restaurateurs, artisans, transporteurs et professionnels du tourisme devraient davantage bénéficier de l'affluence liée à cet événement. Les Vodou Days constituent aujourd'hui un outil majeur de promotion du patrimoine béninois à l'international. À travers cette extension à une semaine, le Bénin entend consolider son positionnement comme une destination culturelle de référence en Afrique. Cette évolution traduit l'ambition des autorités de faire des Vodou Days un rendez-vous mondial autour du patrimoine vaudou, tout en favorisant la transmission des valeurs culturelles et historiques liées aux traditions endogènes. À l'instar des autres communes du Bénin, Komé a vibré ce samedi 1er août au rythme des festivités marquant le 66e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Les manifestations officielles ont débuté par le traditionnel dépôt de gerbes, un moment de recueillement destiné à honorer la mémoire des hommes et femmes dont les sacrifices ont permis au pays de conquérir son indépendance et son développement. Dans une ambiance empreinte de fierté nationale, les populations ont massivement effectué le déplacement pour assister à cette cérémonie commémorative. Dans son intervention, le maire de Koma a rappelé que l'indépendance est un héritage à préserver. Ce moment nous rappelle la lutte qu'ont menée les pères de cette nation, qui ont fait qu'aujourd'hui, nous avons pu avoir la souveraineté nationale. Cela doit nous appeler à un sentiment de patriotisme, d'engagement pour notre nation et spécialement pour notre commune de Komé que nous aimons tant.
Je salue la mobilisation de la population. C'est le témoignage que cette commune nous tient à cœur. Préservons-la, gardons-la, mettons-nous ensemble pour son développement et ensemble accompagnons également le président Wadagni qui aussi pour la première fois dirige le défilé à Cotonou. Après cette séquence patriotique, les activités se sont poursuivies sur le terrain sportif, offrant aux participants et aux populations un autre temps de communion. Un lever de rideau qui a opposé l'équipe de l'administration communale à celle des forces de défense et de sécurité. Le public a ensuite assisté à la grande finale du tournoi de l'indépendance qui a mis aux prises les équipes d'Agatogbo et d'Akodera. Au thème d'une rencontre très disputée, l'équipe d'Agatogbo a réussi à tirer son épingle du jeu. Je viens d'avoir une satisfaction totale parce que l'équipe d'Agatogbo s'est engagée dans 3 compétitions pendant ces vacances-ci. Et ce soir, je rentre encore à la maison avec l'effectif que j'ai autour de moi, avec le trophée une 3e fois. Ça veut dire que nous avons fait 3 sur 3. Je suis tellement fier de ça. Au final, c'est quelque chose qui se gagne. Donc, c'est la chance de leur côté. On a trouvé quand la première partie, au lieu de marquer le but, mais jouer au péché. Mais la première fois, on va causer au moins de gagner les trophées pour accoyer la population aussi. Entre devoirs de mémoire, communion populaire et moments de partage, la commune a une fois encore donné un éclat particulier à cette fête de l'indépendance. Au Soudan, les négociations de paix patinent. L'armée régulière qui a repris des territoires dans le Kordofan exige désormais le retrait des FSR. Le refus des paramilitaires complique les efforts américains pour obtenir une trêve humanitaire dans la guerre. Les récentes avancées de l'armée dans le Kordofan ont renforcé sa position dans les négociations. Elles pourraient également faciliter le retour des civils dans leurs foyers et améliorer l'accès à l'aide humanitaire. Si l'armée estime avoir repris l'avantage sur le terrain, d'autres observateurs restent prudents. Selon eux, les récents combats ont surtout renforcé les positions des 2 camps, éloignant toute perspective de compromis. Les récents combats dans le Kordofan ont redessiné le champ de bataille et poussé les 2 camps à renforcer leurs positions. Cela montre qu'aucun des 2 n'est prêt à faire des concessions, ce qui rend peu probable qu'une trêve humanitaire puisse améliorer la situation sur le terrain. Malgré les efforts de médiation, les positions restent irréconciliables. Sur la ligne de front, les combats font rage et le besoin humanitaire continue de s'aggraver pour des millions de Soudanais. À Bulawayo, au Zimbabwe, près de 2000 personnes ont assisté ce mardi aux obsèques de Notabo Chuma et de ses 2 filles, Nathalie 15 ans et Nala 5 ans. Toutes 3 ont été retrouvées mortes dans leur maison en Angleterre le mois dernier. Elles seraient mortes de blessures crâniennes, dans ce qui est considéré comme un triple meurtre. En tant que famille Kumalo, nous restons fermement attachés à la vérité, à la justice et à la dignité. Nous laisserons la justice suivre son cours. Nous ne céderons ni à la colère, ni à l'amertume. Cette tragédie ne nous définira pas. Au contraire, nous choisissons d'honorer leur mémoire avec dignité, dans l'unité et avec une foi inébranlable en la justice de Dieu et en son réconfort. Les corps des 3 victimes avaient été rapatriés lundi à Bulawayo, leur ville d'origine. Dans l'église, les 3 cercueils blancs étaient entourés de portraits souriants. Les proches ont rendu hommage à la mère et à ses 2 filles, tandis que le maire de Bulawayo a lui aussi salué la mémoire de cette famille, emportée dans des circonstances tragiques. Dans des moments comme celui-ci, marqués par un chagrin indicible, l'idée d'enterrer son propre enfant est déjà insupportable. Mais devoir enterrer ses petits-enfants dépasse l'entendement. Et je suis convaincu que nous partageons tous ce sentiment aujourd'hui.
Le mari de Notabo, Ndodanam Kanisi Chuma, est détenu en Afrique du Sud et fait l'objet d'une procédure d'extradition vers le Royaume-Uni. Il est soupçonné du triple meurtre et doit comparaître à nouveau le 27 août. Amnesty International appelle les autorités sud-africaines à mettre fin aux agissements des groupes d'autodéfense qui ciblent les migrants. L'ONG dénonce des contrôles d'identité illégaux, des expulsions forcées de commerce et de logements, ainsi que des actes d'intimidation et de harcèlement. Elle accuse également la police de rester passive, voire parfois complice de ces abus, et réclame des enquêtes indépendantes. Selon Amnesty, ces pratiques violent les droits humains et l'état de droit. L'organisation rappelle que seuls les services compétents sont habilités à faire appliquer la législation sur l'immigration. Ces tensions s'inscrivent dans un contexte de recrudescence des manifestations anti-migrants, ravivant le spectre des violences xénophobes qui ont marqué l'Afrique du Sud ces dernières années. La Fédération algérienne de football a annoncé ce lundi la fin de sa collaboration avec le sélectionneur Vladimir Petkovic et son staff d'un commun accord. Une décision qui intervient seulement 2 mois après la prolongation jusqu'en 2028 du contrat du technicien suisse d'origine bosnienne âgé de 62 ans. Nommé en 2024 pour succéder à Djamel Belmadi, Petkovic quitte les Fennecs après un bilan mitigé. L'Algérie s'est qualifiée pour les 16e de finale du Mondial 2026 avant de s'incliner 2-0 face à la Suisse. En janvier, elle avait également été éliminée en quart de finale de la CAN par le Nigeria sur le même score. La Fédération algérienne de football n'a pas encore annoncé son successeur, mais privilégierait un profil espagnol. Le nom de Xavier Hernandez aurait notamment été évoqué avant que cette piste ne soit écartée pour des raisons financières. En France, les migrants vivant dans des campements sont particulièrement exposés à la vague de chaleur qui frappe la capitale. Alors que les températures approchent les 37 degrés à Paris, Médecins du Monde a déployé son unité médicale mobile dans le nord de la ville, près des campements de La Chapelle et de Stalingrad. Aujourd'hui, il fait 36 degrés. Franchement, je pense que dans l'univers de béton dans lequel on est, c'est ressenti 40. Et quand vous dormez sous une tente avec des véhicules qui passent en permanente, les sirènes hurlantes, des pots d'échappement, et que vous n'avez pas accès à une alimentation fiable, à du repos, etc. Et bah ouais, il y a encore 10 minutes, il y a un monsieur qui s'est écroulé par terre et qui a commencé à faire un malaise. Donc non, c'est une situation invivable. Aucun être humain devrait se retrouver comme ça, à mourir à petit feu sur le trottoir. Les équipes ont assuré des consultations, soigné des plaies et pris en charge plusieurs pathologies liées à des conditions de vie précaires. La dermatologue Lise Lavillonnière, bénévole au sein de Médecins du Monde, souligne la fréquence de certaines affections dermatologiques chez les personnes contraintes de dormir dehors. Je suis dermatologue, donc je vois beaucoup de cas de gale, de pyodermite parce qu'ils dorment dehors. Ils sont confrontés à la saleté, enfin ils font ce qu'ils peuvent. Mais des troubles mentaux, beaucoup des troubles mentaux, c'est normal vu le parcours qu'ils font, en particulier le passage en Libye. Face aux fortes chaleurs, la mairie de Paris indique de son côté avoir renforcé les maraudes sociales auprès des personnes sans abri. La capitale met également à disposition des points d'eau et des lieux de fraîcheur pour permettre aux plus vulnérables de se protéger de la chaleur. Après l'afflux massif de migrants à Ceuta, l'Espagne veut renforcer la sécurité à sa frontière avec le Maroc. Le maire de Melilla propose la création d'une zone neutre de 500 mètres le long des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, afin de prévenir de nouvelles tentatives de franchissement. Selon les autorités espagnoles, près de 73 500 migrants en situation irrégulière ont été renvoyés vers le Maroc, tandis que l'ordre public revient progressivement à Ceuta. Cette crise a également coûté la vie à au moins 88 migrants qui tentaient de rejoindre l'enclave à la nage.
Côté marocain, la justice a ouvert le procès de 25 personnes soupçonnées d'avoir organisé le franchissement massif de la frontière et les émeutes. Les autorités poursuivent leur enquête sur ces événements. Il s'agit d'une nouvelle étape dans la gestion de la frontière sur fond de tensions persistantes entre sécurité et enjeux migratoires.